Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belly, j'interviewe des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas ? Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'interviewe Leslie Fonkern. Tu es sociologue et tu as soutenu ta thèse le 8 novembre 2021. Ton sujet de thèse va en intéresser plus d'une et plus d'un. Personnellement, j'en adore le titre. Avaler ou faire avaler la pilule. Une sociologie des prescriptions et des usages d'une contraception en crise. C'est un sujet de fond qui s'avère être le reflet de nos politiques médicales, de l'idée que l'on se fait du corps des femmes, et plus encore de leur esprit, de leur capacité de discernement. Durant cette interview, j'ai envie que tu nous ouvres tous les tiroirs de ton domaine d'études, pépites de réflexion sociologique, politique et féministe. Tout d'abord, Leslie, qu'est-ce qui t'a amené à suivre des études de sociologie ? Alors du coup, quand j'ai obtenu mon bac en 2010, donc c'était un bac économique et social, et durant ce cursus au lycée, on avait déjà quelques bribes de sociologie, voilà, de cours en économie, un cours économique et social. Alors l'économie ne m'intéressait pas plus que ça, mais tout le volet social m'intriguait beaucoup et je restais sur ma faim à chaque fois. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu creuser. Et quand il a fallu choisir, où se diriger pour les études supérieures, je regardais un peu les plaquettes. J'essayais de m'intéresser à la suite. Et à chaque fois que je tombais sur la sociologie ou sur les sciences sociales plus généralement, ça indiquait que c'était un moyen de comprendre la société dans laquelle on vivait, de comprendre les normes, etc. Et je me suis dit, quel meilleur projet que celui de comprendre la société dans laquelle je vis. Et du coup, j'ai commencé une fac en sociologie. J'ai fait un tout petit peu de philosophie aussi à l'université. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé une fac en sociologie. Et après, dans mon parcours, j'ai alterné sociologie et anthropologie. Parce qu'à l'époque, à l'université du Mirail, on pouvait pas faire de l'anthropologie dès le départ. Et c'était, dès la 3e année, on pouvait bifurquer. Et ça m'intriguait. Donc j'y suis allée et jusqu'au master. Et justement, comment toi tu te distinguerais, parce que c'est pas des termes très connus, sociologie et anthropologie. Comment tu ferais toi le distinguo de ces deux sciences ? Alors, je pense que selon les chercheurs, il y aura des réponses différentes. Donc là, ça n'engage que moi, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas tant les méthodes qui vont distinguer les deux disciplines, puisqu'en réalité, la sociologie a emprunté à l'anthropologie et vice-versa, mais ça va plus se distinguer par des écoles différentes, des auteurs et autrices pionnières et pionniers différentes, et des courants aussi sociologiques, anthropologiques différents. Ça va plus être de l'ordre des écoles différentes que des méthodes finalement. Pourquoi le choix de ce sujet de thèse et de son titre ? Parce que là, je sais que ça demande énormément de travail que de définir un sujet et son titre. Alors il faut remonter peut-être un peu avant la thèse, c'est-à-dire donc du coup au master en anthropologie, puisque j'ai fait mon master entre 2013 et 2015, et en fait quand j'ai démarré mon master donc en 2013, ça se corrélait du coup à la fin 2012 début 2013, et en fait à cette période-là il y a eu ce qu'on a appelé un scandale relatif aux pilules contraceptives qui plus tard a été théorisé en crise de la pilule. Donc moi j'ai commencé le master dans ce contexte-là et il fallait choisir un sujet de recherche. Et donc ça m'a intriguée. Donc je me suis dirigée vers cette question de l'usage des pilules, des éventuels dangers sanitaires, etc. Et après c'est un sujet que j'ai prolongé jusqu'à la thèse. Et ça s'est corrélé aussi au fait que dès le début de mon parcours universitaire, j'étais assez fascinée par le fait de me rendre compte finalement que les normes sociales, elles valent jusque dans les sphères les plus intimes, c'est-à-dire finalement il y a des normes jusque dans nos lits, jusque dans les pratiques sexuelles, etc. Et du coup ça c'est quelque chose qui m'interpellait énormément. Et du coup cet aspect-là plus le contexte crise de la pilule, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, et c'est comme ça que je me suis dirigée vers ce sujet. Et pour ce qui est du titre, alors
avaler ou faire avaler la pilule, du coup il y a cette notion d'incorporation qui était importante de faire ressortir dès le titre, et ça a été en discussion aussi avec mes directrices de thèse, donc Stéphanie Mulot et Julie Jarty. Et alors avaler ou faire avaler, c'est à la fois pour montrer l'agentivité des personnes, la capacité d'agir des femmes, donc avaler tous les jours, et faire avaler, c'est pour montrer aussi les injonctions médicales qu'il peut y avoir, médicales de genre, etc., qu'il peut y avoir, voilà, au fait de prendre la pilule. Et ensuite, la suite du titre, donc une sociologie, parce que c'est une thèse en sociologie, des prescriptions et des usages d'une contraception en crise, en crise pour renvoyer à ce contexte de crise de la pilule. Est-ce que justement, ce contexte que tu as resitué dans sa période 2012, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Alors, fin 2012, ça marque le début du scandale social et sanitaire relatif à certaines pilules contraceptives. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en France en tout cas, parce que par exemple en Angleterre, ça date des années 90, mais en France en tout cas, il a fallu attendre ces années-là pour qu'on s'interroge sur les potentiels risques sanitaires de cette contraception. Et donc c'est une lanceuse d'alerte, Marion Lara, qui elle-même prenait une pilule donc de dernière génération, et qui et à qui elle incombe des graves effets indésirables sur sa santé. Donc par la suite, elle a été handicapée, je crois, à hauteur de 80%. Mais quand on parle de crise de la pilule, en fait, c'est que ça met en évidence le fait que suite à l'identification de ces effets indésirables de certaines catégories de pilules, c'est-à-dire les 3e et 4e générations, donc les plus récentes. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à ça, on constate une désaffection de la contraception orale dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire indistinctement des générations de pilules, alors qu'il y a que certaines générations qui sont potentiellement plus dangereuses que d'autres. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Ok, donc ça c'est intéressant, ça pose le cadre et le décor de ton travail. Tu as choisi de mener une enquête de terrain, donc qualitative, plutôt anthropologique. Comment as-tu défini ton échantillon ? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai rencontré ou re-rencontré des usagères ou anciennes usagères de pilules avec qui j'avais travaillé durant mon terrain de master, justement, voir comment ça avait évolué. Donc le point de départ, ça a été de travailler, en tout, j'ai suivi 17 jeunes femmes usagères ou anciennes usagères de pilules. Et donc pourquoi des jeunes femmes ? Parce que les 20-24 ans, ce sont les femmes les plus, en tout cas à l'époque où j'ai commencé la thèse, c'était les femmes les plus concernées par un usage exclusif de pilules contraceptives, donc c'est-à-dire sans la combiner au préservatif par exemple, et sans passer pour l'instant à un autre moyen de contraception. Donc voilà pourquoi des jeunes femmes, des femmes plutôt diplômées, parce que ce sont les plus concernés par un usage de pilules de dernière génération, donc celles mises en cause dans la crise. Donc on affine de plus en plus la population d'enquête. Et 17 parce que, alors j'en suivais, il me semble, 9 dans le master, mais c'était une population encore trop homogène, une population qui me ressemblait finalement. Une population blanche, diplômée, ça je l'ai gardé. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de diversifier un petit peu les profils. Donc il y a davantage de jeunes femmes racisées, par exemple, dans cette nouvelle population d'enquête. Ensuite, j'ai aussi voulu rencontrer leur entourage quand c'était possible. Donc à la fois leur mère, parce qu'on se rend compte quand on fait les entretiens avec les usagères que parfois les mères ont un rôle très important, voilà, dans la première prise de rendez-vous gynécologique, dans le fait de choisir la pilule comme moyen de contraception. Et ensuite, il s'agit de rencontrer les partenaires de ces jeunes femmes pour questionner leur implication ou leur non-implication dans la gestion contraceptive. Donc ça, c'est le volet finalement du côté des usagères, des usagers. Et en parallèle, j'ai rencontré des professionnels de santé, principalement des professionnels habilités à prescrire la contraception. Donc ça va être des sages-femmes, des généralistes et des gynécologues. Et dans une moindre mesure, j'ai
j'ai pu échanger avec un andrologue et des pharmaciennes. Donc ça, c'est pour tous les volets entretien. Et parallèlement à tous ces entretiens-là, j'ai pu observer près de 100 consultations médicales, donc dans des structures diversifiées à la fois publiques et privées. Donc publiques en hôpital et en centre de santé, et privées en clinique et en cabinet de ville, où il s'agissait de voir comment se faisaient les prescriptions ou les renouvellements de pilules. Donc là, tu te faisais accepter. Il fallait qu'il y ait un consentement de part et d'autre. À la fois du praticien de santé et puis qui devait accepter généralement plus, mais aussi de la patiente. Et alors ça, c'est une vaste question parce que justement, selon le professionnel avec qui on est, selon la structure, selon le temps qu'ont ou pas les professionnels, en fait, on prenait plus ou moins le temps de bien expliciter qui j'étais, ce que je faisais, et parfois je perdais la main moi aussi sur ce volet-là, puisque voilà, une jeune femme en sciences sociales, sciences qui ne sont pas médicales, hein, donc il y a parfois des concurrences aussi ou des hiérarchies qui se font sur ces différentes sciences. Donc parfois, je perdais la main, et c'est des rapports de pouvoir que j'ai aussi analysés dans la thèse. Il y a les résultats voilà de terrain, voilà, des personnes que j'ai rencontrées, de leurs usages, etc. Mais il y a aussi une réflexivité sur ce que les résultats que j'ai pu produire ou qu'on a pu produire voilà, avec ces échanges et ces rapports de pouvoir, et c'est quelque chose que j'ai interrogé aussi dans la thèse. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai vu que tu as passé 6 ans pour réaliser ta thèse. C'est long, enfin voilà, en toute subjectivité. Mais c'est vrai que c'est un travail voilà, de longue haleine. Quels ont été les moments forts de ton étude ? Alors, c'est une vaste question. 6 ans, alors pour la première partie de la question, 6 ans, c'est long et c'est pas long. En fait, en sciences sociales, comme dans toutes les thèses, si on a la chance d'avoir un financement, c'est 3 ans. Mais ces 3 ans-là, c'est calqué sur le modèle des sciences dites dures, donc tout ce qui va être biologie, astrophysique, etc. Mais sauf qu'en sciences sociales, on ne fait pas de thèse en 3 ans, ou c'est très très rare. Et 6 ans, en réalité, c'est plutôt dans la norme. Et du coup, pour la deuxième partie de la question, les temps forts, c'est une très vaste question parce que ça peut être des temps forts sur plusieurs aspects. Il peut y avoir les temps forts du terrain, où voilà, il y a des moments où le terrain se débloque de plus en plus, on arrive à rencontrer telle et telle personne, on arrive à se faire accepter en tant que sociologue en consultation, en tant que femme en consultation, en tant que jeune femme en consultation, en tant que jeune femme sociologue en consultation. Donc ça peut être des moments voilà de terrain assez décisifs, mais il y a aussi des moments marquants qui vont davantage relever de l'aspect du développement professionnel personnel, par exemple. Moi, un moment fort là pour moi, le dernier, c'est la soutenance de thèse en novembre dernier. Ça peut être le moment aussi au tout début où j'ai appris que ma thèse serait financée et que donc je pourrais la réaliser dans des conditions adéquates. Vraiment, les conditions dans lesquelles on réalise son travail sont aussi vraiment très importantes à interroger. Donc il y aurait différents aspects très diversifiés des temps. Alors, j'entends tout à fait que ma question est trop vaste, mais c'était intéressant d'avoir justement tes ressentis sur ces moments forts de ton étude. Et alors, du coup, je voudrais que tu reviennes sur, plutôt, si ça peut être plus spécifique, plus ciblé, quelles sont tes observations clés avec ce travail de terrain qui a duré 6 ans, la soutenance que tu as pu faire en novembre 2021. Pour les personnes qui vont écouter ce podcast et qui n'ont pas eu la chance de lire tes articles, de lire ta thèse, quelles sont les principales observations clés de ton étude? Alors si on essaye du coup de regrouper les différents résultats issus à la fois des entretiens et des observations, ce qu'on sait, alors ça c'est pas nouveau, mais en tout cas ça vient peut-être reconfirmer des résultats d'autres études, c'est que les professionnels de santé sont influencés dans leur manière de présenter et de prescrire la contraception par le profil des femmes qu'ils et elles vont avoir en face d'elles et en face d'eux. C'est-à-dire que
pour le dire très rapidement, une jeune femme blanche diplômée va être très facilement dirigée ou redirigée vers une pilule contraceptive, tandis qu'une femme racisée qui va être identifiée comme ayant beaucoup d'enfants va davantage être redirigée vers une contraception de ce qu'on appelle de long cours, donc par exemple un implant ou un stérilet, dispositif intra-utérin, qui va être une contraception qui va être efficace sur le long terme et surtout il n'y aura pas besoin d'observance, c'est-à-dire que l'efficacité de cette contraception-là ne va pas dépendre de la capacité d'observance de la femme concernée. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont considérées comme plus ou moins capables que d'autres. Mais après, selon ça veut pas dire que si on nous redirige vers la pilule, c'est forcément génial et qu'il n'y a pas d'injonction, parce que on pourrait avoir envie justement de pas avoir à y penser. Mais voilà, selon les profils des femmes, on va avoir des injonctions finalement qui vont être très très différentes. Ta thèse démontre pleinement que le sujet est politique. Il questionne la sexualité humaine. Je n'ai pas d'éléments sur l'histoire médicale de la procréation, mais peut-être que toi, j'imagine bien que tu as essayé d'explorer cet aspect-là. Je sais pas, l'historicité, je sais pas comment on peut dire, de la procréation. Oui, alors du coup sur l'aspect historique de la maîtrise de la procréation, en fait, on se rend compte que historiquement les corps des femmes ont été maîtrisés parce que la capacité de procréer est perçue comme un pouvoir et comme un pouvoir qui fait peur, parce que seulement une moitié de la population a ce pouvoir-là, et donc l'autre moitié de la population cherchait éventuellement et couramment à le contrôler. Et sur cet aspect-là, donc qui est peut-être il y a une forte dimension sociologique, mais c'est aussi des dimensions historiques, philosophiques. Et donc sur ces questions-là, je me suis notamment appuyée sur les travaux de Elsa Dorlin, qui est philosophe, mais aussi Ilana Lowy. Et en fait, ce sont des travaux qui montrent comment les corps des femmes ont été pathologisés. C'est-à-dire qu'on a finalement renversé ce pouvoir qu'elles détenaient pour en faire quelque chose de questionnable et de maîtrisable. Et à partir de ce moment-là, donc ça a pu donner naissance à l'institutionnalisation de la médecine, et à partir de ce moment-là, on s'est basé, la norme du corps est devenue celle de l'homme, et de l'homme blanc aussi, parce que il y a des logiques sexistes qui se croisent à des logiques racistes, coloniales, etc. Et donc si la norme d'un corps idéal ou d'un corps parfait, c'est un corps dit masculin, eh bien forcément le versant féminin est pathologisé, et on s'en rend compte dans la sexualisation des molécules, que ce soit les molécules pour faire les pilules, mais les pilules contraceptives, mais aussi les traitements hormonaux de substitution durant la ménopause, où en fait les hormones en fait sont perçues comme palliatrices de défaillance pour soigner un corps féminin, et donc qui serait naturellement pathologique par nature. C'est super fort là ce que tu es en train d'expliquer. C'est vrai, c'est même des données nouvelles. Enfin, c'est pas un discours qu'on entend couramment dans les médias, cette approche là. Tu peux développer un peu plus, parce que c'est pas si clair que ça finalement. Si on prend l'exemple de la pilule contraceptive, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la plupart des pilules contraceptives le propre du fonctionnement de la pilule contraceptive, c'est d'annuler l'ovulation et donc le cycle. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de menstruation. Et donc les règles qu'on peut avoir sous pilule, finalement, elles sont complètement artefacts, et c'est simplement pour rassurer les femmes qui souhaiteraient continuer d'avoir ce cycle-là, mais qui en réalité, il n'y a pas besoin
d'avoir ces saignements pour que la pilule soit efficace. Et du coup, dès lors qu'on annule les menstruations, les femmes sont davantage disponibles dans tous les domaines, sexuellement parce qu'elles ne saignent plus, peut-être davantage disponibles aussi parce que davantage performantes, parce que moins fatiguées par les menstruations et donc davantage performantes au travail, etc. Et donc en ayant plus ces règles, on se rapproche aussi de ce corps masculin. Première question. Ouais. Et alors, quid de la contraception masculine ? C'est toujours les recherches sont toujours en cours, les recherches sont lentes, les recherches sont peu financées parce qu'on sait que elles seront peu rentables aussi. Mais alors ce qui est intéressant de voir, c'est que alors il y a plusieurs aspects. En France, on parle de contraception dite masculine, peut-être davantage parler de contraception testiculaire pour que ce soit davantage inclusif. Enfin voilà, pour que ce soit davantage inclusif. En France, depuis les années 70, finalement, que il y a des groupes d'hommes aussi. Alors souvent en lien avec les groupes féministes, je pense notamment au MLF. Mais depuis les années 70, on teste notamment une contraception thermique. Alors, plus connu sous le nom de slip chauffant ou encore remonte-couille toulousain. Donc, on est aussi localement dans quelque chose de très implanté, de très significatif. C'est une méthode qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, mais qui a été validée par d'autres instances de santé, mais en tout cas qui ne peut pas encore être commercialisée. Pourtant, depuis les années 70, c'est quelque chose qui se fait de manière informelle, dans ces groupes-là, mais qui se fait aussi de manière plus formelle dans un hôpital à Toulouse, notamment par un médecin un andrologue en particulier qui s'appelle Roger Mieuxet. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, à l'échelle des recherches actuelles, on se rend compte que il y a vraiment un effort qui est fait pour que la contraception testiculaire ou dite masculine ne soit pas hormonale. C'est ce que je voulais dire. On n'est pas sur de la molécule et de la chimie comme tu le décrivais dans le cadre de la contraception orale destinée aux femmes. C'est quand même un peu moins je ne sais pas dire intrusif. Là, tu parlais d'inclusif avec au sujet des testicules. Quelle distinction tu faisais en fait ? C'est deux choses différentes. Pour l'aspect inclusif, on parle pas de contraception masculine tout simplement parce que il y a des hommes qui peuvent avoir des vagins ou des femmes qui peuvent avoir des pénis. Donc plutôt parler de contraception testiculaire plutôt que de supposer que telle contraception est rattachée à telle identité de genre, ce qui est pas forcément le cas. Pareil, quand on parle de préservatif, on va plutôt parler de préservatif interne plutôt que de préservatif féminin, tout simplement parce que ce préservatif dit féminin, il peut être utilisé dans les rapports anaux entre hommes. Donc ça n'a aucun sens ça c'est le premier point. Et ensuite sur le fait que il y a vraiment un effort dans les recherches actuelles que la contraception testiculaire ne soit pas hormonale, parce qu'il y a des effets indésirables et qu'il faudrait pas que les hommes aient les mêmes effets. Donc on les protège. Et on a plus de soucis à protéger le corps des hommes que le corps des femmes. Pourquoi ? À mon sens, parce que le risque d'une grossesse non prévue, il est porté par les femmes et qu'une paternité semble plus facile à fuir qu'une maternité et qu'on sait que les femmes, en fait, ont un degré d'acceptation du risque sanitaire qui sera plus élevé que les hommes parce qu'aussi elles ont ce risque physique que les hommes cisgenres, là, pour le coup, n'auront pas. En 2012, tu parlais de cette crise de la pilule sur une certaine génération de pilules. Est-ce qu'une autre crise de la pilule pourrait-elle arriver ?
On parle de crise de la pilule justement parce que suite à ces scandales, ça a affecté le recours à l'ensemble des pilules. Donc il y a déjà une crise de l'ensemble des générations des pilules. Ce que je voulais dire par ces effets de génération, par les générations de pilules, c'est que en fait les générations de pilules, elles se distinguent d'une part par leur date de diffusion. Donc les plus anciennes, ça va être les premières générations, les plus récentes à partir des années 90, ça va être les dernières générations, mais elles se distinguent surtout par leur composition hormonale et notamment le progestatif, qui fait l'aspect contraceptif. Et donc il y a des progestatifs qui sont plus à risque que d'autres, et c'est en ça qu'on distingue les différentes générations de pilules. D'accord. Au moment avec le Covid et la vaccination, il y a eu des informations, alors pas forcément dans les médias officiels, mais des femmes qui ont pu dire que la vaccination du Covid avait pu altérer des choses concernant leur fécondité. Voilà. Est-ce que t'as entendu parler de ça? Est-ce que ça te fait écho? Alors je l'ai entendu, mais seulement au stade de témoignage. Moi, j'avais plus entendu des possibles effets du vaccin sur les menstruations, etc. Mais en fait, pour moi, c'est resté. En tout cas, j'ai pas mené de recherche approfondie, ni de recherche d'ailleurs tout court sur le sujet. Et pour moi, c'est resté au stade du témoignage. Et du coup, j'ai pas de référence scientifique, d'études qui pourraient venir expliquer, confirmer, infirmer tous ces propos. Donc, j'ai aucune expertise sur ce sujet pour le coup. Ouais. Mais ce serait un sujet en soi, finalement. Ça pourrait être aussi un sujet. Peut-être qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui se penchent peut-être sur ce sujet-là. Oui, et en tout cas récemment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des journées d'études ou des congrès, des colloques sur la question de ce que le ou la Covid a fait à la santé, ce que les confinements ont fait au recours à la contraception, par exemple. Là, il y a des collègues qui effectivement ont essayé de travailler sur ces thématiques et de mettre à jour nos connaissances sur ces sujets-là. C'est pas quelque chose que j'ai fait parce que j'ai fini mes recherches. Il n'était pas question d'inclure le confinement, etc. dans mes recherches, mais c'est des choses qui se font. Quelle solution entrevois-tu pour en finir avec le fait de faire avaler la pilule? Bon, tu l'as un peu évoqué, c'est de permettre au contraire un niveau de connaissance assez étayé sur les différentes solutions contraceptives, qu'elles soient dites féminines ou dites masculines, pourquoi pas. Et il semblerait que dans les centres de santé ou que les sages-femmes offrent une gamme et présentent au sens propre, au sens figuré, tout un tas de solutions en fait contraceptives. C'est un des moyens, un des grands moyens, c'est la connaissance, c'est l'étayage. Il y a plusieurs solutions possibles à mon sens. La première, et qui est celle qui peut-être les croiserait toutes, c'est vraiment de tenir compte du fait que la contraception n'est émancipatrice que dès lors qu'elle est un choix de la principale concernée et un choix libre et éclairé. Donc encore une fois, dès lors que tout n'est pas présenté, il y a déjà un souci. Ouais, tout à fait. Ça se comprend parfaitement. Enfin, ce serait génial d'arriver à ça. J'imagine tous les parents, les pères, les mères qui doivent se questionner sur la contraception, notamment orientée par rapport à leurs filles, mais pas que. C'est aussi, je trouve, les garçons, les jeunes garçons, les adolescents. Donc, écoute, c'est un sujet extrêmement intéressant que tu viens de nous livrer là. J'ai eu la chance de lire pas mal de tes articles. J'aimerais savoir si ta thèse sera un jour publiée, parce que franchement, c'est vraiment extrêmement intéressant de lire en tout cas tes articles quand tu rentres dans le détail de ce que tu as pu observer de ces populations et de ces acteurs en présence, très associés les uns les autres, les jeunes filles, les mères, les pharmacies, les professionnels de santé, quel que soit leur statut privé ou pas, public. C'est vraiment ce que j'appelle une histoire à tiroir avec tout un tas d'interactions. C'est vraiment super intéressant. Donc, est-ce que ta thèse sera publiée un jour ?
Alors c'est une volonté que j'ai, que voilà, j'espère qu'elle sera publiée. J'ai commencé à faire des propositions à une maison d'édition. Voilà, donc c'est en cours, c'est une affaire à suivre. Mais en tous les cas, ça se substituera jamais aux articles qui sont déjà publiés, parce qu'en fait une thèse n'est jamais publiée. Elle ressemblera jamais au manuscrit initial en fait. Là j'ai une thèse, le manuscrit original il fait près de 700 pages. Quand on publie une thèse on demande de réduire, là pour le coup ce sera réduit de moitié, donc on sera plutôt sur 300 pages. Et donc ce sera davantage une publication concentrée sur un aspect particulier de la thèse et qui sera pas forcément celui évoqué, développé dans les articles. Donc la publication d'articles ne remplace pas la publication de la thèse et vice versa. Donc ça sera complémentaire en fait de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Si le projet voit le jour. De toute manière, les liens de tes articles seront mis dans les commentaires et le descriptif de cet épisode. Et j'invite les personnes à les lire, parce qu'on se dit toujours lire un article d'une chercheuse, ça doit être un peu un peu ennuyant ou un petit peu dur à appréhender. Eh bien, il n'en est rien, franchement, c'est peut-être ta façon d'écrire, mais j'ai eu du plaisir à lire tes articles et je suis rentrée facilement dans tes réflexions. Donc je pense que c'est moi qui ai à cœur la vulgarisation scientifique, franchement, voilà, j'encourage la lecture de tes articles. Donc, quelle est la suite de ton travail quand on vient de soutenir une thèse, quand on est docteur ou doctoresse? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie là maintenant de doctoresse? Alors ça va dépendre des parcours, du coup je vais vraiment parler pour moi là pour le coup. Ce qui se passe après une soutenance de thèse, un peu une sensation de néant dans un premier temps, qui peut durer plusieurs mois. Alors on peut se dire que ça peut être propice au repos. Moi c'est ce que, quand j'ai démarré ma thèse, je m'étais dit oui, après la soutenance je fais une année sabbatique. Bon, pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. En tout cas, si on veut essayer de rapidement rebondir et de trouver un autre poste, de pas rester trop longtemps, de pas errer trop longtemps, entre deux statuts, il faut directement s'y remettre, directement candidater à différents postes. Ça peut être des post-doctorats, ça peut être des postes de maîtresse de conférence, ça peut être des postes de chargé de recherche, chargé d'études, ingénieur de recherche, ingénieur d'études. Bon, en tout cas, moi, ce vers quoi je me dirige maintenant, après plusieurs mois de candidature, je vais essayer de mettre à profit, en tout cas dans le poste qui m'attend, d'élargir en fait les compétences. C'est-à-dire que jusque-là, mon sujet c'est effectivement celui de la contraception, celui de la pilule, mais c'est aussi plus largement celui de la santé, celui des inégalités de genre en santé, mais plus vastement celui des inégalités sociales de santé. En tout cas, je reste dans le domaine de la santé, oui. Leslie, c'était extrêmement intéressant de t'écouter sur ton sujet. Merci pour cette présentation de ton sujet de thèse et bon vent à toi, très belle continuation dans tous tes projets. Merci et merci pour tes questions très stimulantes. Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs. Épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.